Madame et Monsieur, bonjour, merci et bienvenue une fois encore dans votre émission de tous les jours, Boulbini Rendez-vous, une émission qui reçoit pour vous bien sûr des personnalités, des services publics et privés et des acteurs qui évoluent dans différents domaines de la vie de notre nation. Au compte de ce numéro, nous recevons pour vous ce matin Madame Bangoura Foulematou Diarra. Elle est la vice-présidente du comité national des femmes du PDG, entendez Parti démocratique de Guinée. Avec elle, nous allons parler bien sûr de la place de la femme guinéenne sous le régime du feu président Ahmed Sékou Touré, sous le PDG bien sûr. Madame Bangoura, bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et comme je le disais tout à l'heure, nous allons parler de la place de la femme dans ce qui a été le PDG, le premier parti, le parti d'indépendance, le parti qui a conduit notre pays à l'indépendance, bien sûr avec l'appui de tous les citoyens guinéens. La femme, la cause féminine, c'est une cause extrêmement importante. Alors vous avez milité très jeune au sein du PDG et aujourd'hui, une vingtaine d'années après le décès de son leader charismatique Sékou Touré, vous continuez toujours à défendre les couleurs du PDG. Est-ce qu'on peut savoir quelle était réellement la place de la femme guinéenne sous le PDG? Je commence par vous remercier d'abord, M. Diallo. Et je remercie tous les travailleurs de la RTG Boulbini. Et vraiment, c'est un honneur pour moi d'être sur ce plateau aujourd'hui et surtout de parler du PDG, ce grand parti. Vous n'êtes pas sans savoir que le PDG a tout fait pour la femme guinéenne. D'abord, dans la lutte de l'indépendance, vous entendez souvent d'une femme qui s'est illustrée en sacrifiant sa propre vie pour aider le peuple de Guinée à avoir son indépendance. C'est Feu Mbalia Camara qui est tombé sous les coups de sabre d'un suppôt du colonialisme en la personne d'un chef de canton du village de Tondon. Et le village Tondon se trouve dans l'actuelle préfecture du Brika. Donc ça c'est... Elle est tombée avec beaucoup d'anonymes, mais nous parlons d'elle parce que c'était elle la responsable, c'est elle qui dirigeait ce groupe de femmes pour barrer la route aux despotes qui voulaient fuir. Donc, elle est tombée sur ce champ d'honneur avec beaucoup d'anonymes et je m'incline pieusement à leur mémoire et je souhaite que la terre leur soit légère. Et pendant l'indépendance, beaucoup de femmes se sont fait illustrer aussi. Le PDG a démarré, l'indépendance a démarré avec les femmes de Guinée, si je peux parler comme ça. Et dès qu'on a eu l'indépendance, il y a des femmes qui ont commencé à évoluer dans l'enseignement, dans la politique, dans tous les domaines sociaux, politiques et culturels de la nation. Donc ici, on a des exemples, on a des héroïnes, on a des martyrs aussi. Donc, dont on peut même décliner les identités. Donc, dans la lutte de l'indépendance, je vous ai parlé de Mbalia Camara. Bon, après l'indépendance, le PDG a pensé directement à ce que la femme soit libre. Parce que c'était l'esclave de l'esclave. On a rendu obligatoire l'inscription des filles à l'école. Et cette inscription était gratuite. Avec la gratuité, beaucoup de filles sont venues. Mais les coutumes, la tradition étant là, beaucoup viennent jusqu'au niveau de la 5e ou 6e année, on les marie. Il y a une déperdition qui s'annonçait, mais quand même la majeure partie avançait. Donc l'enseignement était obligatoire à tous les niveaux, et pour la fille et pour le garçon. Dire que la fille reste à la maison, le garçon va à l'école, non, c'était pas ça. Donc le PDG a donné la chance à toutes les filles d'aller à l'école et d'exercer des métiers jusque-là qui étaient réservés aux hommes. Tels que être ingénieur de ponts et chaussées, être chirurgienne, c'était un travail réservé aux hommes. Et être pharmacienne, être ingénieur
bâtiment, génie bâtiment, c'était pas le domaine des femmes, c'était pour les garçons. C'est pour ne citer que cela. Donc la femme guinéenne a démarré dès l'indépendance avec ses responsabilités. Le PDG a donné l'opportunité, la responsabilité à toutes les femmes de pouvoir s'exprimer. Et dans cette expression, il n'était pas forcément dit qu'il fallait être intellectuel ou pas. Tu pouvais ne pas être intellectuel, tu pouvais être analphabète, mais avoir un leadership qui est en toi, que tu peux exprimer à partir de ta langue maternelle. Tu peux défendre les intérêts de ton pays, de ta nation, à partir de ta langue, dans ta langue maternelle. Donc le PDG a tenu compte de cela et en même temps a fait de l'alphabétisation un cheval de bataille pour aider les femmes à sortir de leur lien. Et voilà, madame, on va évoluer par ordre chronologique. Oui. Et vous parlez de l'après-indépendance, l'avant-indépendance. Vous avez parlé de Mbalia Camara, qui est tombé sous les balles du colonialisme, s'il faut le dire comme ça. Est-ce qu'on peut savoir la contribution des femmes guinéennes pour l'accession de notre pays à l'indépendance? Tout à fait. Tout à fait. La femme guinéenne a plusieurs fois participé dans cette lutte pour l'indépendance. Vous savez, vous avez entendu parler de la grève de 72 heures. Quand les hommes ont commencé la grève, c'était les femmes qui leur apportaient et à manger et à boire. Et quand ça n'allait pas, c'était les femmes qui déboursaient de l'argent du bout de leur pagne pour venir au secours de ces hommes lutteurs pour que la grève aboutisse à une meilleure fin. Donc, sur ce champ, la femme n'était pas absente. Et dans plusieurs domaines aussi, la femme était présente aux côtés des hommes pour cette lutte acharnée de l'indépendance. La femme guinéenne n'est pas étrangère à l'indépendance guinéenne. Je vous ai parlé de l'inscription des filles du primaire au secondaire, lycée jusqu'à l'université, des filles et garçons. Donc dans la formation professionnelle aussi, c'était la même idéologie, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on forme et la petite fille et le garçon. Chacun d'eux peut quelque chose de son côté. Donc dans l'éducation, on a connu des femmes qui sont illustrées dans le domaine de l'éducation, qui ont été même des directrices nationales des enseignements supérieurs, de l'enseignement supérieur, de l'enseignement professionnel. Donc, comme exemple, je peux vous parler de Hadja Sobakera. Elle a été la directrice de l'école nationale de la santé de Conakry. C'était une école sous-régionale qui formait des sages-femmes d'État, des infirmiers d'État, des laborantins, et des préparateurs en pharmacie et des agents de la santé publique. Cette femme a dirigé d'une main de fer cette école qui était encore sous la coupole de l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé. De la santé. Je suis de la dernière promotion des sages-femmes formées par l'OMS. Donc, c'est pour vous dire qu'après cette dame, il y a une autre aussi, Madame Aïcha Traoré. Elle est vivante encore. Elle a été directrice de cette même école. Et pour parler encore d'une école de formation d'art culinaire et d'art ménager, paix à son âme, Madame Sophie Maka. Elle est décédée l'année dernière. Donc c'était des dames qui étaient là pour la formation. Il fallait que les filles soient bien formées et à l'école et dans la vie pratique, dans la vie courante. Vous savez, on dit que quand une femme ne sait pas faire la cuisine chez nous, qu'elle n'est pas bonne femme. Parce que c'était notre domaine, ça. On pensait que la femme n'est utile qu'au foyer, faire des enfants et faire la cuisine. Or, la femme peut faire mieux que tout ça. Aujourd'hui, vous parlez de la mise en valeur. Après l'indépendance, il y a eu une valeur qui a été accordée aux femmes. Il y a eu même des femmes qui ont été directrices, vous l'avez signalé. Oui. Mais est-ce que vous voulez dire qu'avant l'indépendance, les femmes n'avaient pas cette valeur, elles n'avaient pas cette autonomie pendant l'époque coloniale? À l'époque coloniale, les femmes qui avaient cette opportunité étaient triées sur le volet. Il fallait que ton père, soit ton père ou bien ton grand-père, soit un agent de l'administration coloniale pour qu'on te choisisse. Sinon, il était extrêmement rare de voir des filles à l'école. Donc, cette opportunité n'est pas offerte à toutes les filles. C'est à l'indépendance que tout a été accordé à la fille guinéenne, à la petite fille guinéenne, à la femme guinéenne, de s'exprimer, d'être éduquée, d'être formée, instruite et de choisir un métier qu'elle veut exercer. Donc la colonisation, pour être une femme de valeur, il fallait être triée sur le volet. L'indépendance arrive, le président s'est appartenir à la famille d'un suppôt du colonialisme et les suppôts là, vous les connaissez, c'était la chefferie traditionnelle
Donc il fallait être membre, une fille du chef traditionnel, chef de canton, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, maintenant l'indépendance arrive, le président Sékou Touré, le PDG veut donner une certaine autonomisation aux femmes de Guinée, l'école est gratuite pour les filles et les garçons. Et les garçons, il y avait une égalité. Oui. Mais tout à l'heure, vous avez évoqué un point extrêmement important, vous avez dit qu'on ne prenait pas en compte en ce qui est du leadership, de l'alphabétisation, des femmes qui étaient analphabètes pouvaient être directrices quelque part. Est-ce que vous pensez que ça, c'était pas un handicap, une erreur de la part du PDG quand on confie une société ou la gestion d'un groupe de personnes quand même à une femme analphabète? Il n'y avait pas d'handicap, tant si soit peu. Parce que jusqu'au moment où nous parlons, en ce moment mon fils, je connais une femme qui est chef de quartier, elle n'a pas été à l'école. Mais je te dis qu'elle peut dire et défendre sa communauté devant qui que ce soit, en langue nationale chouchou. Une femme valable, mais elle n'est pas intellectuelle. Donc c'est pour Hadja Mafari Bangoura par exemple, a été présidente de l'Union révolutionnaire des femmes de Guinée. Elle n'a jamais été à l'école. C'était la mère adoptive du président Ahmed Sékou Touré, paix à leur âme. Mais elle a incarné tout ce que la femme africaine, la femme instruite pouvait faire pour sa nation. Elle a tout fait. Elle était la première femme du comité, la première femme présidente du comité national des femmes PDG-RDA. Après elle, c'est Hadja Jeanne Martin Cissé, qui est venue une intellectuelle, institutrice de formation, qui est venue comme présidente de l'Union révolutionnaire des femmes de Guinée. Après, c'est elle qui a représenté la Guinée à l'ONU. Aux Nations Unies. Elle a été la secrétaire du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, c'est pour dire que nous avons eu des femmes qui sont illustrées dans la diplomatie, qui sont illustrées dans la vie politique du pays et du continent. Hadja Jeanne Martin Cissé a été la créatrice, si tu veux, du panafricanisme féminin. Donc, voilà, et vous avez parlé de l'éducation. Est-ce dans le domaine socio et professionnel, quelle a été aussi la place des femmes sous le PDG? La femme était libre d'exercer toutes les fonctions sociales, tous les métiers socio-professionnels qu'elle jugeait, qu'elle acceptait, qu'elle aimait faire d'elle-même. Donc, on avait des écoles professionnelles à travers tout le pays. Je vous ai parlé de l'école nationale de la santé où on formait les agents de santé. Il y avait l'école nationale de la comptabilité. Il y avait, vous avez l'ENAM, l'école nationale des arts et métiers, où il y avait des filles qui excellaient là-bas aussi. Il y avait la faculté de médecine où des filles se battaient pour être médecins, pharmaciennes, tout. Et aujourd'hui, malgré ces mesures prises, on remarque que parmi cette génération quand même des femmes, des filles qui ont connu le PDG, il y a beaucoup d'analphabètes. Est-ce que vous voulez dire que cette politique du PDG, d'amener toutes les filles à l'école, est-ce que cette politique avait réussi à 100%? Elle a réussi à 100%, parce que ça a permis à la femme guinéenne de s'exprimer. Le rapprochement avec la vie politique lui a facilité la tâche de comprendre qu'elle-même, elle peut servir à quelque chose. Le leadership, c'est quelque chose qui dort en la personne. Mais il te faut des contacts, il te faut des avancées pour que tu puisses l'exprimer, des avancées soit politiques, soit sociales ou économiques, pour que tu puisses exprimer, pour que tu te découvres toi-même. Donc, la femme guinéenne s'est très tôt découverte dès après l'indépendance de la République de Guinée. Vous savez, à l'école, avec l'élection des bureaux dans les différentes classes qu'on appelle d'abord celui qui commande, c'est le chef de classe, c'est l'ensemble des élèves qui nommaient ce chef de classe. Donc c'était un vote libre et on demandait le consensus de tout un chacun. Donc là, il y avait des filles qui étaient dans ce bureau. Après, c'est le comité de coordination qu'on appelle actuellement conseil d'administration qui était là, et il y avait des filles qui étaient dans ça aussi. À la base, dans le quartier, il y avait le bureau du comité de base qu'on appelait communément PRL. Donc là aussi, il y avait des femmes qui n'étaient pas tout le temps aux affaires sociales, comme on le dit partout, mais qui étaient là, qui encadraient quand même quelque chose. Malgré leur analphabétisme, elles savaient dire haut et fort aux autres femmes, faisons ceci, montons par là, descendons par là. Il y a des activités, soit politiques, soit sociales, qui étaient sur le terrain et qu'elles pouvaient faire, malgré qu'elles ne sont pas cultivées. En ce moment même,
dans le cadre de concertation des filles-femmes, nous venons vers les femmes, nous allons vers les partis politiques pour appeler nos filles, nos sœurs vers la vie politique. Il faut que la nation soit gérée par tous les fils du pays. Donc les femmes ont leur part. Les femmes ont leur part, donc qu'elles viennent vers la politique afin qu'elles puissent occuper des fonctions politiques, afin qu'elles puissent atteindre un jour des postes de prise de décision au sein de leur parti, dans les différents états-majors. Vous savez, il est connu partiellement que la femme aime la mamaya, c'est-à-dire dès qu'il y a tam-tam et balafon, c'est fini. Et certaines femmes disent même, même si nous accompagnons nos leaders jusque-là, il arrivera un moment quand il s'agira des nominations, nous ne serons pas de la partie parce que nous ne sommes pas intellectuels. Nous n'allons pas dans les bureaux, donc on les a accompagnés jusque-là. Et eux aussi, sans beaucoup réfléchir, prennent seulement les hommes qu'ils mettent devant. Donc cette fois-ci, nous cherchons à faire la différence. Nous en parlerons un peu plus tard, nous cherchons en ce moment à faire la différence. Il faut qu'on sache qui est qui. Il faut que les femmes cessent seulement de se contenter des coups de tam-tam et de balafon. Il faut qu'elles cherchent à être quelque chose de positif sur l'échiquier national. Il faut qu'elles acceptent, comme tout le temps, d'occuper des fonctions dignes de ce nom. Elles peuvent être chefs d'entreprise, elles peuvent être des laborantines spécialisées, elles peuvent créer leur propre projet de société, elles peuvent créer même leur, comment dirais-je, excusez-moi, le mot me manque. Voilà, madame, puisque là nous parlons des femmes, spécialement uniquement sous le PDG, oui. Et vous avez dit qu'il y a eu des femmes qui ont été ingénieures, qui ont occupé des postes de responsabilité de chef de quartier, et paraît-il qu'il y a eu aussi des femmes gouverneurs. Est-ce qu'on peut savoir, connaître le nom de quelques-unes des femmes qui ont été par exemple gouverneurs de région, quelle a été vraiment leur contribution pour l'épanouissement de la femme guinéenne? D'accord, il y a eu des femmes gouverneurs, des femmes préfets, des femmes ministres, des femmes ambassadrices, des femmes parlementaires, des femmes officiers, dans tous les corps socio-professionnels de la nation, la femme guinéenne était présente. Okay. Vous parlez des femmes gouverneurs. Je ne citerai que deux, et paix à leur âme, c'est Mme Fatou Haribo et Mme Tigdan Kidiakabi. Donc, c'était des femmes qui ont été gouverneurs de région. Des femmes ministres, n'en parlons pas, il y en a beaucoup. Et des femmes parlementaires, nous avons parlé de Hadja Jeanne Martin Cissé, pour ne citer qu'elle. Et pour les femmes députées, il y avait 76 députés dans l'Assemblée nationale de la Première République. Donc, dans l'hémicycle de cette Assemblée, il y avait 22 femmes comme députées. Ça, c'était sous la Première République. 22 femmes. 22 femmes. Mais est-ce que ce quota de 22 femmes respectait vraiment l'égalité entre l'homme et la femme? Est-ce qu'on pouvait dire qu'il y avait 50% de femmes? Je dis qu'il y avait 76. 76 femmes, hein? Oui. Mais en ce moment-là, on ne se battait pas pour l'égalité complète, mais on voulait démontrer par là que la femme aussi était capable de quelque chose, que la femme pouvait gouverner, la femme pouvait être préfet, elle pouvait être tout ce que l'homme est capable de faire. C'est ce qu'on voulait, c'est ce que le PDG a voulu démontrer. Vous avez parlé de femmes sous le PDG qui ont émergé dans l'éducation, qui ont émergé dans l'administration, mais est-ce qu'il y a eu des femmes qui ont émergé dans l'armée, par exemple? Il y a eu des femmes qui ont émergé dans l'armée. La première femme africaine et guinéenne pilote et qui faisait voyager le président Ahmed Sékou Touré, c'était une Guinéenne. Elle est actuellement colonelle, Fatmata Binta Diallo. Elle vit encore? Elle vit encore et je lui adresse tous mes respects. Elle vit encore. Et aujourd'hui, on a une femme colonelle et sous Sékou Touré, qui a même transporté le président Sékou Touré. Mais est-ce qu'on a eu une femme générale de l'armée, par exemple, au temps du PDG? Vous savez, c'était une république toute jeune, toute neuve. S'il y a eu des femmes, il y a eu une femme générale. Avec ma jeunesse, je ne peux pas le savoir. En ce moment, ça, je ne peux pas vous le dire tout de suite. Mais il y a eu des femmes gendarmes, des femmes policières, douanières, des femmes miliciennes, dans l'armée de l'air comme celle que je viens de vous citer comme exemple. Donc, d'abord, spécifiquement pour la gendarmerie, moi, j'avais, je ne sais pas comment... j'ai failli idolâtrer la gendarmerie. Pourquoi? Parce que le cortège présidentiel était des femmes, musique à travers la capitale. Donc, actuellement, vous voyez ce qu'il y a. Il y a un abandon de l'État vers les filles.
un abandon de la communauté vers les filles, un abandon de la famille vers les filles et un abandon des filles même vers leur personne. Comparez les deux temps et vous allez vous rendre compte. Ce qui me fait le plus de mal, c'est quand je vois nos filles s'habiller n'importe comment, parce que je ne peux pas dire ici que c'est de l'habillement occidental. Nous voyons l'Occident soit à la télé, soit sur Facebook, et nous savons comment ils s'habillent. Peut-être les artistes, les vedettes et les stars peuvent être autorisés à s'habiller de telle ou telle manière, mais c'est tout juste pour des tenues de scène. Hein? Mais dire que... Voilà, madame, vous parlez aujourd'hui de perte de valeur, alors en une minute, est-ce que vous avez un conseil aux femmes et aux filles de Guinée? Le conseil que je donne ici aux filles de Guinée, c'est de se ressaisir, qu'elles s'acceptent telles qu'elles sont, qu'elles aiment leur propre nature, qu'elles aiment leur société, qu'elles aiment leur tradition, qu'elles s'aiment elles-mêmes, qu'elles acceptent telles que Dieu les a faites. Elles doivent s'habiller correctement en tant que bonnes musulmanes ou bonnes chrétiennes. Elles doivent accepter ce que Dieu leur a donné comme teint. Elles doivent se battre pour être la femme du 3e millénaire, c'est-à-dire, parce que j'ai entendu un monsieur dire une fois à la radio que pour être du 3e millénaire, il faut que tu apprennes à parler anglais, que tu saches manier l'ordinateur et que tu saches conduire une voiture. Donc c'est ce que je souhaite à mes filles, qu'elles viennent à l'école, qu'elles viennent vers les mouvements politiques, qu'elles viennent pour savoir qu'elles ont un travail colossal à faire sur l'échiquier national. Et non pas se dévergonder, à se laisser aller à l'argent facile. C'est tout ce que tu acquiers avec honnêteté et difficulté qui te reviennent de droit. Là, tu peux chercher la bénédiction de tes parents dedans. Mais quand l'argent est de source sale, c'est fini. Tu as perdu. Aujourd'hui, vous demandez un retour aux valeurs à nos filles. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, sur la fin de ce numéro Boulbini Rendez-vous, au cours duquel nous recevions pour vous Madame Bangoura Foulematou Diarra. Elle est la vice-présidente du comité national des femmes du PDG RDA. Avec elle, nous avons parlé de la place de la femme au sein du PDG. Et merci à vous qui nous avez suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro Boulbini Rendez-vous. Merci, à bientôt. Thank you.